Mesdames et messieurs, vous l'attendiez, la voici. La finale du championnat du monde de vente. Cela fait plusieurs semaines que nos 3245 participants s'affrontent sans relâche, et on peut dire qu'aucun coup n'a été retenu. Nous avons assisté à de cuisantes défaites de valeureux candidats, des favoris qui se sont fait briser par la compétition. Comme nous avons eu le plaisir de contempler d'écrasantes victoires imprévues, de la part de jeunes rookies que personne n'attendait. Quel moment avons-nous vécu, mes amis? Que ce soit les qualifications mémorables, les 12 rounds dantesques ou la phase finale inoubliable. Je vous le dis sans sourciller, j'ai pris un immense plaisir à commenter cet événement. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'entame cette ultime étape. La dernière épreuve pour désigner enfin qui est le meilleur vendeur au monde. Ils étaient plus de 3000 et ils ne sont plus que 2. Ils n'ont guère besoin d'introduction à ce stade, mais laissez-moi tout de même rappeler les accomplissements de nos impressionnants finalistes. À ma gauche, le vilain de notre soirée. Celui qu'on appelle le fourbe, l'homme que le public adore détester. Fougueux, impétueux et ambitieux, il a choqué le monde entier lors du premier round en vendant 3 villas à cette pauvre étudiante. Mais il a encore fait plus fort en refourguant 17 paires de lunettes à 17 aveugles différents. Et que dire de sa phase finale? Ce businessman accompli a usé de stratagèmes tous plus rusés et retors les uns que les autres, du jamais vu dans cette compétition centenaire. Il a roulé sur chacun de ses adversaires, littéralement si on tient compte du regrettable accident de la semaine dernière. Voici un homme qui ne reculera devant rien pour accomplir ses objectifs. Et n'est-ce pas précisément ce qui fait un bon vendeur? Son palmarès parle pour lui. Mesdames et messieurs, réservez votre meilleure huée à celui qu'on ne veut plus voir gagner. Le champion en titre et vainqueur de chaque édition à laquelle il s'est présenté. L'homme à abattre ce soir. J'ai nommé Charles Ponzi. Et à ma droite. J'y crois pas, il est trop beau, putain. Le mystérieux challenger de ce tournoi. Inscrit sur un coup de tête, il nourrit l'espoir de remporter les 100 000 € de la première place afin de payer les soins de sa mère malade. Son histoire déchirante en a tout de suite fait le chouchou du public. Mais qui pensait sérieusement qu'il se hisserait jusqu'ici? Nous avons tous frétillé des fesses quand il rencontra Jordan Belfort, l'un des favoris dès le premier round. Et quelle masterclass ce fut! J'en ai encore la chair de poule rien que d'y penser. Qu'il ait l'idée de creuser lui-même un puits dans le stade pour mieux vendre ses cookies au public. Waouh! Juste waouh! Même Ponzi n'y aurait pas pensé à celle-là. Si ce nouveau venu a gagné en puissance tout du long, l'épreuve d'hier soir a inscrit son nom sur le grand livre de ce monde. Dire qu'il est allé jusqu'à vendre sa propre âme pour astucieusement contourner la tant redoutée épreuve de vente des proches. À n'en pas douter, cela restera un des plus grands moments de la télévision. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour celui qui ne peut plus reculer maintenant. L'homme qui n'est pas là par choix, mais par devoir. Celui qui se bat pour sauver sa mère. J'ai nommé... Et à quoi bon le nommer au final, puisque vous connaissez déjà tous son nom à présent. Bon, sans plus attendre, comme je sens que vous êtes bien chaud là, laissez-moi vous dévoiler le thème de cette grande finale. Chers finalistes, pour cette ultime épreuve, vous devrez vendre. Oubliez l'attaque des titans, oubliez le Seigneur des Anneaux, oubliez même l'Odyssée d'Homère. Vous pensiez connaître toutes les sagas épiques de l'humanité? Vous aviez tort. Il
il y a ces œuvres qui vous dégoûtent des pâles copies moins abouties. Personnellement, la raison pour laquelle je n'ai jamais accroché à la série Vikings provient de Vinland Saga. Les histoires de Ragnar et Ivar sont pourtant très intéressantes à suivre et la série en elle-même n'a pas à rougir. Réalisation, acteurs, décors, musique. Aucune fausse note, du respect, de l'âme, un brin d'histoire, une touche d'amour. Mais ils n'avaient aucune chance. Rien que le premier chapitre de Vinland Saga met à l'amende les 6 saisons de Vikings. Ils ne pouvaient simplement pas rivaliser avec ce genre de scène. Non. Je crois qu'il y a tout sur cette double page. Le coup de crayon, précis, assuré d'un gars qui sait ce qu'il fait, un aperçu du seuil de lyrisme qu'on pourra attendre de l'œuvre, le rappel romancé et on ne peut plus épique de ce qui constitue un viking, la rouerie d'Askeladd, grand personnage de la bande dessinée. Il y a ces œuvres qui vous dégoûtent des pâles copies moins abouties, et il y a ces œuvres qui vous écœurent d'un genre tout entier. Kingdom appartient au second groupe. Si vous appréciez les récits de conquête épiques et réalistes où la stratégie militaire joue un rôle prépondérant, bienvenue au paradis, ou en enfer. Question de point de vue, puisque l'œuvre s'impose en maître incontesté du registre et fera passer tout le reste pour de modestes tentatives un poil insipides. On en entend trop peu parler, mais la Chine renferme plusieurs millénaires d'histoire. Et quand ton pays fait la taille de l'Europe, dès que ça commence à se foutre sur la tronche, tout prend des proportions titanesques. Wink wink. La Chine a connu de nombreuses ères où c'était conquérir ou disparaître. Les vrais ont déjà entendu le nom du légendaire Lu Bu, considéré comme le plus grand soldat ayant jamais foulé les terres jaunes. À l'instar de Tomoe Gozen, son nom résonne encore de nos jours. Que ce soit comme un des combattants de l'humanité dans Record of Ragnarok, ou l'ennemi sur lequel tu ne veux vraiment pas tomber dans la saga des Dynasty Warriors. Lu Bu, Cao Cao, le type avec son éventail là, et tous ces héros des 3 royaumes au nom imprononçable. Aucun n'est dans Kingdom. Déçu ? Attendez de voir. Parce que l'histoire se déroule avant cette sympathique, quoiqu'un peu fade en comparaison, époque des 3 royaumes. L'ère que dépeint le manga porte le doux nom poétique de période des royaumes combattants. Remarquez que, comme le simple nombre de pays changeait d'un jour à l'autre, ils n'ont même pas cherché à les compter cette fois. Cette période de la Chine, bien que moins populaire par chez nous, s'avère des plus spéciales. Déjà parce que proportionnellement, elle a causé plus de morts que la peste et les 2 guerres mondiales réunies, en partie à cause d'un type qui décida d'enterrer vivant 400 000 personnes d'un coup, parce que ça l'arrangeait mieux comme ça. Ensuite, parce qu'après plus de 200 ans de guerre incessante, elle marqua la naissance du premier véritable empire du milieu. Ouais, rien que ça. Et vous vous doutez bien que pour accomplir quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, ça demande son quota de héros. J'y reviens plus tard. Bon, j'ai pas la moindre idée de si vous êtes convaincu à ce stade, mais au bout d'un moment, c'est plus mon problème. Si vous ne voulez pas vous retrouver plongé dans ce qui est probablement l'une des conquêtes les plus héroïques de l'histoire de l'humanité, c'est vous que ça regarde. Les autres, en revanche, je peux vous mettre en garde sur 2 petits trucs. Tout d'abord, je parle bien du manga. Même si la saison 3 fait un bond considérable par rapport à l'adaptation dégueulasse des 50 premiers épisodes, elle reste à 7 années-lumière de l'œuvre originelle. Premièrement, parce qu'elle souffre d'une édulcoration de la violence obligatoire quand on raconte une suite de batailles sanglantes, voire des têtes volées fait partie intégrante de l'œuvre, c'est même nécessaire. Deuxièmement, parce que les dessins de Yasuhisa Hara, dit le chouf, sont trop somptueux pour que n'importe quel studio puisse leur rendre justice. Toutefois, si je suis prêt à parier mes 3 derniers orteils que vous allez adorer Kingdom, je dois vous mettre en garde sur le gros défaut du titre. J'avais entendu bon nombre d'éloges dithyrambiques sur ce manga avant de me lancer, et pourtant j'ai abandonné à 4 reprises. Ça a mis du temps à me convaincre, je trouvais le premier arc un peu lent. Mais à l'instar de One Piece, une fois que c'est parti, ça ne s'arrête plus, et le récit ne fait que gagner en puissance. Allez savoir, vous serez peut-être, voire sûrement, plus clément que moi, mais à mon avis, il faut se forcer à lire jusqu'aux alentours des chapitres 50-60 avant de vraiment pouvoir se faire un avis. Non seulement cela marque la fin du prologue, et on rentre enfin dans les choses sérieuses, mais Hara, sur le point de voir sa série stoppée, a charbonné comme un fou furieux pour changer tout son style graphique. On est passé de ça, qui est déjà très bien, à ça, qui s'approche du niveau d'un Kentaro Miura.
En plus, encore une fois, l'intensité monte crescendo à partir de là, jusqu'à l'apothéose du chapitre 257, où on vit ce qui pourrait bien être l'un des moments les plus épiques de l'histoire de l'humanité. Et je vous assure que pour une fois, j'en fais pas trop. Spoilers alert, spoilers alert, spoilers alert. Bon, à partir de maintenant, chaque partie de cette vidéo spoilera un peu plus le manga. Vous êtes prévenus. C'est à vos risques et périls si vous décidez de continuer sans avoir lu une bonne partie. Ça serait bête de se cacher la surprise de ce fameux moment. Et ça c'est fort, parce qu'avec des mots aussi vagues que fameux moment, je suis pourtant prêt à parier que les fans savent parfaitement duquel je parle. Voyez-vous, il y a ces arcs dans des fictions qui dépassent le cadre des mots. Un simple regard entre connaisseurs, et on se comprend aussitôt. Non, cette partie ne vous livrera pas les 50 trucs et astuces pour devenir le roi de la délation. Ça sera la prochaine vidéo. Elle cherche plutôt à se questionner sur comment faire une bonne adaptation. Faut-il être fidèle dans les moindres détails, ou au contraire ne pas hésiter à s'écarter dès que l'envie nous prend? Beaucoup ne jureront que par la fidélité. Mais à quoi bon réaliser un copier-coller? Bien sûr, il y a le changement de médium qui permet d'apporter de nouvelles choses. De la musique pour un manga, des images pour un roman. Mais les puristes répéteront que toutes les œuvres méritant une adaptation auront du mal à l'être convenablement. C'est le principe du téléphone arabe. Quand tu répètes un message, t'apportes forcément ta touche. Elle peut être élévatrice comme malvenue, mais ce n'est même pas la question. Quand tu déposes ta patte, aussi minime soit-elle, tu dénatures forcément l'œuvre originelle. Même pour une adaptation aussi aboutie que l'Attaque des Titans, les gros lecteurs préféreront le manga. La recherche de fidélité n'a pas de sens, puisque pour réussir l'exercice de l'adaptation, il faut tirer parti de son médium. Les mangas ont les doubles pages qui cassent le rythme et stoppent le récit pour un instant aussi éphémère que magique. Quant aux animés, ils ont le mouvement et la musique. Mais là on parle d'adapter une BD en animé. Maintenant, comment on fait quand ce qu'on veut adapter, ce sont des vieux parchemins décrépits de 2000 piges? Eh bien on commence par inventer la technologie, improbable sur le papier, impensable même une fois expliqué, pour lire des textes millénaires, devenus des blocs aux allures étronesques qui s'effritent à la moindre brise. Tout de suite, la minute qui fait du bien, ou pourquoi les orques sont nos biatchs. Comment? Vous pensez qu'il est impossible de lire un étron tout sec? Ah, votre insouciance vous perdra, bande de petits polissons. Bon, je vous explique comment on fait. Vous allez voir, c'est pas sorcier. La première étape consiste à faire une capture en 3 dimensions de toutes les couches du parchemin. On appelle ça la segmentation. Réalisée à l'aide d'un logiciel pas codé avec le cul, elle permet de scanner chaque page du bordel et de les retranscrire en un modèle 3D. Ensuite, vient le texturing. Accrochez-vous parce que là, c'est le moment où on extrait les vieilles traces d'encre du modèle 3D d'une page qu'on n'a jamais réussi à percevoir en vrai. Le logiciel refait un tour, dans l'autre sens, et repère tous les pixels brillants. Ces derniers indiquent, comme tout le monde le sait, la présence de matériaux plus denses. Dans notre cas, l'encre qu'on recherche. Bam, on a une superbe modélisation de notre page. Et si maintenant vous pensez que le job est fini, il va sérieusement falloir faire quelque chose pour cette crédulité. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu chiant à lire. Faut tourner la tête, c'est pas pratique. Du coup, on va plutôt demander à notre logiciel de tout découper en des millions de morceaux, histoire de se faire kiffer avec un petit puzzle, avant de tout remettre dans le bon sens en quelques instants parce que faut pas déconner non plus. Et ceci, messieurs dames, est un exemple de ce qu'on est capable de faire quand on veut juste lire des vieux textes qui sentent la grand-mère. Imaginez juste un instant ce qu'on pourrait accomplir en cas de crise planétaire. Alors oui, on connaît la chanson, les êtres humains, les pires animaux, blablabla, les seuls qui se livrent des guerres, blablabla. Et bah allez-y, puisqu'elles sont si intelligentes, demandez à une saleté d'orque de le déchiffrer cet étron. Ah bah on fait moins le malin là, pas vrai Willy? Faut le reconnaître, en tant qu'espèce, nous sommes inarrêtables. C'est juste regrettable que cette technologie ait été développée par une boîte de porno à la base. Bon, une fois que l'intelligence humaine a encore primé, que toutes les orques sont remises à leur place et qu'on a dévoilé tous les mystères de la crotte séchée, c'est qu'il est temps de romancer. Et comme toujours, tout est question d'équilibre. Romancer, d'accord, mais comment? Au lieu de partir en élucubration et perdre toute la génération Z, sans parler de la génération alpha qui s'est déjà barrée, je vous ai organisé une petite activité ludique. Je vous présente le grand jeu de la romance. Le principe est simple. Je vous rappelle 3 faits historiques avec une neutralité parfaite, et vous devez trouver la version romancée la plus appropriée pour le narrer. Vous êtes prêts? C'est parti. Fait numéro 1. La résistance de la Gaule face à l'Empire romain. Proposition A. 3 tribus sauvages, beurrées du soir au matin et probablement consanguines, caillassent des Romains en jupette dès qu'ils ont le dos tourné parce qu'ils savent qu'ils ont mieux à faire que les courser sur des kilomètres en pleine forêt. Proposition B. Face au joug romain, un homme accomplit l'impossible. Il parvient à unifier les fiers clans gaulois sous une seule bannière. Sa simple évocation suffit à disperser 3 phalanges de centurions. Ses cicatrices à refroidir les ardeurs de ses lieutenants les plus belliqueux. Il est le seul homme à avoir défait César sur un champ de bataille. Le roi sans couronne, l'homme entré dans la légende. Son nom est un titre, Vercingétorix, le chef suprême des guerriers. Fait numéro 2.
Nabila met un petit coup de chlasse à Thomas. Proposition A. La jeune et douce Nabila est au bout du rouleau. La pression qui s'exerce sur ses épaules s'alourdit de jour en jour. Chaque seconde qui s'égrène l'étouffe un peu plus. Quand, par une nuit pluvieuse, une violente dispute avec son fiancé la fait basculer. Excédée, effrayée, désespérée, Nabila refuse d'être une victime et se saisit d'un couteau. Des larmes sur les joues, du sang sur les mains, c'est trop tard. Elle réalise, après coup, qu'elle vient de faire l'impensable. Proposition B. En réalisant qu'elle n'avait plus de shampoing, une dégénérée totale pète une durite. Elle hurle dans toute la baraque, fracasse des murs avec son crâne, fout le feu au canapé, avant de poignarder son fiancé qui n'avait rien demandé. Messieurs, dames, voici la puissance de la romance. L'arme favorite de tout avocat qui ne se respecte pas, le pouvoir de réécrire l'histoire. Entre les mauvaises mains, elle peut détruire le monde. Entre les bonnes, le corriger. La question est donc de savoir comment sont celles de l'auteur. A-t-on les paluches rustres et calleuses d'un bûcheron qui se sent seul ? Ou a-t-on les doigts de pianiste d'un marionnettiste irréprochable ? Ara se base sur le Shiji, un ouvrage écrit entre -109 et -91 avant Jésus-Christ. Un des plus vieux documents reconstitués. Il rapporte laconiquement des événements survenus il y a plus de 2000 ans. Autant dire que parmi la légion d'adaptations en tout genre qu'on a eue, celle-ci n'est ni la plus commune, ni la plus facile. Un socle. Une base solide, réelle et épique. Voilà ce qu'offre le Shiji pour ceux qui souhaitent le narrer. Ensuite, c'est à l'auteur de jouer. Je ne saurais dire s'il est aidé par l'âme de son grand-père, mais Ara possède clairement le sens de la mise en scène. Si vous trouvez les planches impressionnantes, croyez-moi, l'histoire l'est tout autant. Les grandes lignes sont imposées par le passé, mais elles laissent tout de même suffisamment d'espace pour que l'auteur puisse faire parler tout son talent. De simples faits énumérés sans âme, le chouf construit des arcs tous plus haletants les uns que les autres. Une fois que Kingdom est lancé, il n'y a plus aucun temps mort. On grimpe en intensité jusqu'à ce que la vie nous rappelle qu'elle existe. Sans s'en rendre compte, on se retrouve complètement immergé dans une histoire qui nous dépasse. Après, c'est bon courage pour décrocher. Il faudra vous armer de conviction pour ne pas dévorer les 70 volumes d'une saga impossible à stopper. Cependant, quelques petites mises en garde. Avec 7 têtes qui volent dans les airs à la moindre escarmouche, l'œuvre se réserve à un public plutôt averti que QWERTY. Un des véritables reproches qu'on pourra émettre provient de sa possible redondance. On suit Shin et ses hommes qui prennent part à des batailles de plus en plus vastes avant de gagner en galon. Si bien que je peux prédire ce qui va se passer ensuite. Introduction de nouveaux personnages, guerre épique, récompense, nouveau grade, intro, guerre, récompense, grade. Dit comme ça, l'histoire peut rebuter. Mais c'est l'inverse. Que je sois autant hypé à tout relire en connaissant clairement les grands événements futurs prouve la qualité intrinsèque du récit. Il appartient à la catégorie prisée des œuvres qui, même spoilées de fond en comble, peuvent se lire et se relire sans modération. Quel plaisir de voir le héros et ses compagnons de la première heure évoluer, s'élever dans les rangs, gagner en respect, puissance et notoriété. De constater la progression entre ces petits gars mal à l'aise sur leur premier champ de bataille et ce qui est devenu aujourd'hui l'unité Ishin. À défaut de faire original, on fait correctement. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est normal. C'est plus ou moins le credo de tous les battle shonen. Du coup, je me fais une remarque. Est-ce que par un heureux hasard, Kingdom ne serait pas le seinen qui voulait être un shonen ? Maintenant que je suis retombé sur mes pattes, rétablissons la vérité. Même si on aperçoit sans mal cette répétition scénaristique, elle s'intègre parfaitement au récit. Puisqu'en toile de fond, on suit la conquête militaire de 6 royaumes. Un battle royal comme on en voit rarement. Cela implique que toutes les rixes ont un objectif militaire bien précis, motivé par un dessein politique. Aussi, jusqu'à ce jour, aucune scène d'action n'a semblé être, même l'espace d'un chapitre, la copie d'une autre. Après 17 ans de publication hebdomadaire, je pense que ça s'applaudit. Ce que beaucoup de gens ont fait lorsque Kingdom remporta en 2013 la récompense la plus prestigieuse qu'un manga peut recevoir, le grand prix culturel Osamu Tezuka. Notre chouf favori a reçu 2 cadeaux à cette occasion. Le premier est un chèque de 15 000 balles, et le second, le message d'un juge. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai lu 30 volumes d'affilée en étant aussi hypé. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi, au juste, Aga Aga a décidé un beau jour, sur un coup de tête, d'essuyer son sang sur une paroi de sa grotte, avant de tracer la forme d'une tub. Il y a 18 000 ans, en plein cœur du Paléolithique supérieur, le Léonard de Vinci de l'époque entreprit de représenter des vaches un peu partout sur les murs de la grotte de Lascaux, maintenant entrée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Si ça n'avait été que lui, encore, pourquoi pas ? Mais ce sont plus de 45 millions de peintures et gravures qu'on a retrouvées sur plus de 170 000 sites répartis à travers plus de 160 pays. Ça fait quand même beaucoup pour une coïncidence. Alors c'est quoi le délire ? Quel est le projet ici ? On s'en doute tous très fortement, notre ami Aga Aga, il voulait juste pécho. Mais comme il se prenait râteau sur râteau sous prétexte qu'il ne savait faire que 2 trucs, chasser et cueillir, il s'est dit qu'il allait ajouter une corde à son arc. Ce qui rendit la chasse bien meilleure et lui dégagea du temps pour cogiter. Et c'est seulement après qu'il a réalisé qu'il fallait faire quelque chose de ses parois moroses.
Après évidemment avoir dessiné une bonne douzaine de pénis pour le fun, il s'est pris au jeu et a commencé à élargir ses thèmes. Étrange tout de même, dessiner n'est pas un besoin primaire de l'être humain. Alors pourquoi ressent-il cette pulsion de saloper les murs de sa baraque? Que ce soit de vieux centaures hippocampes bien chelous, ou de posters, disons, aussi spécial, dans une pièce qu'on aurait dû sceller à jamais. Et cela dure depuis la nuit des temps. Voici un sanglier de 45 000 ans, plutôt stylé pour le coup. Alors pourquoi des groupuscules d'hommes séparés par des dizaines de milliers de kilomètres se sont mis à dessiner au même moment à travers le monde? Pour la même raison qu'on le fait de nos jours. Communiquer. C'est là le vrai talent propre à l'être humain. Parmi le règne animal, on est incroyablement bon pour communiquer, mais à un niveau que vous n'imaginez même pas. J'espère que vous êtes assis puisque ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien changer votre vision du monde. Si vous n'êtes pas encore complotiste, vous allez le devenir. Il y a quelques années, une équipe d'expédition est tombée sur le plus vieux dessin de l'humanité. Et vous ne devinerez jamais ce que c'était. Pas une vache, pas un animal, pas du feu, de l'eau ou du vent, pas un autre homme non plus, même pas une femme, mais bien un hashtag. Oui, Twitter a plus de 73 000 ans en réalité, et Elon est un vampire, vous l'aurez entendu ici en premier. Les gens dessinent pour communiquer. Ça permet par exemple de prévenir qu'il ne faut pas approcher ces drôles de chats aux canines très longues, ou de montrer aux petits bonhommes verts à quoi on ressemble pour qu'ils puissent bien exploiter nos faiblesses avant même de nous rencontrer. Pourtant, l'homme dessine autant pour les autres que pour lui. Car, comme toute forme d'art, lorsque c'est réalisé avec un peu d'âme, un dessinateur ne peut penser à autre chose que ce qu'il dessine. Ainsi, tracer des formes, remplir les aplats et ombrer les détails permet de se détacher, à l'instar de la méditation, de ce monde et ses problèmes. Au Japon, le dessin revêt une place encore plus spéciale. Sans transition, voici une tier list des religions. Non, je déconne évidemment. Mais juste, est-ce qu'une âme charitable pourrait m'expliquer pourquoi, dès le XIIIe siècle, les sculptures japonaises sont aussi badass? À gauche, Fujin, le dieu du vent, et à droite, Raijin, le dieu de la foudre. Quand nous, on faisait ça. Me demandez même pas ce qu'il se passe là, j'ai pas envie de savoir de toute façon. Mais enfin, tout ça pour dire que je commence à comprendre d'où vient le caractère épique propre au manga. En 1603 naissait l'ukiyo-e, littéralement image du monde flottant. Excusez-nous les poètes. Quoi? Vous pensez que cette partie va être chiante? Moi aussi. Du coup, bam! Bon, il s'avère que comme ils vivent sur une petite île, les Japonais adorent le poisson. Mais là, c'est peut-être un peu too much, non? Non, parce qu'il faudrait dire à cette dame que ce n'est définitivement pas comme ça qu'est censé manger une lady. Tout ça pour dire qu'au pays du soleil levant, on ne déconne pas plus avec l'art du dessin qu'avec le porno. C'est dire. Par exemple, vous savez qui est O'Great, le dessinateur de Air Gear et Enfer et Paradis. Celui qui fait des planches comme celle-ci, ou celle-là. Et vous ne devinerez jamais comment il s'est fait connaître à la base. Quand il y a des mecs aussi talentueux, c'est dur de se faire une place parmi les grands dessinateurs japonais. Hara l'a appris à ses dépens. Même si elle surclasse sans difficulté les centaures de tout à l'heure, les planches des 5 premiers volumes de Kingdom n'ont pas convaincu le public. À un point où le manga était à 2 doigts de se voir retirer du Weekly Young Jump. Du coup, l'auteur alla demander conseil à différents mangaka afin d'améliorer son trait. En une dizaine de chapitres à peine, son talent a fait des bonds vertigineux. Les Japonais ont cette force de pouvoir travailler une vie durant sans se reposer un seul instant. Demandez à un auteur de BD français de vous faire 20 pages professionnelles par semaine pendant rien qu'une année. Vous verrez la tête qu'il fera. Quand, de son côté, le fils du soleil levant vous répondra « Hi ». Non pas parce qu'il souffre intérieurement, mais parce qu'il ne sait rien dire d'autre. C'est pourquoi un manga de 200 pages raconte en 130 ce qu'une BD de 50 fait en 3. De mon point de vue, c'est une force. Les mangas sont encore plus accessibles que les comics pour ceux qui seraient rebutés à l'idée de lire. Vu que chaque tome fait 200 pages au minimum et que celle-ci se divise en cases plus ou moins importantes, les mangaka peuvent découper les scènes en tranches extra fines et donner l'illusion de l'animation. Les micro-ellipses naturelles des intercases ne durent en général que quelques instants, ce qui permet d'avoir une action extrêmement fluide. Un personnage peut donc lever son sabre à la première case de la première page et l'abattre à la 5e case de la page 72. J'ai compté sur quelques chapitres. Pour un récit d'action intense comme Kingdom, on obtient une moyenne de 7,2 cases par page, pour un total approximatif de 1440 cases par tome. Bon, la moitié servent au monologue intérieur des persos qui disent des trucs comme « Mais comment a-t-il pu? C'est pas vrai! Bordel, sa force vient encore d'augmenter! Massacre !» Si les mangas, et par extension les animés, ont pris cette habitude de faire réagir les personnages au moindre pet de pigeon, c'est déjà parce qu'ils peuvent se le permettre. Ensuite, même si on s'égare, comme d'hab, du propos, c'est parce que le climax d'une scène survient tout le temps à la réaction du ou des personnages concernés. On revient à l'essentiel, le drama. Et cela fonctionne, peu importe le type de scène. Pour un moment larmoyant comme celui dans Interstellar où Matthew reçoit le message de sa fille après 30 ans, sa vidéo était déjà très triste de base, mais l'instant précis qui te donne sérieusement envie de chialer, c'est quand tu vois la réaction du héros. Pareil dans One Piece pour la fin du Merry. Le premier niveau de tristesse survient quand il faut dire adieu, le second quand le bateau se met à parler, mais le clou qui enfonce le tout et soude le bordel, c'est de voir l'état des chapeaux de paille.
Même œuvre, autre registre. Quand Zoro absorbe la souffrance et fatigue de Luffy sur Thriller Bark, la scène est déjà épique en elle-même. Mais le vrai moment que les gens attendent inconsciemment, c'est de voir un membre de l'équipage réagir à ça. L'être humain est par défaut doué d'empathie. Dans une fiction, on vit les émotions au travers des personnages. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le React continuera à faire des vues sur YouTube. Comme l'a très bien formulé Alexander Supertramp, le bonheur n'est réel qu'une fois partagé. Tout ça pour dire que dans un manga, il y a beaucoup de cases. Des petites qui ne servent que de lien entre deux autres pour guider le lecteur, des moyennes qui contribuent à l'immersion, des cases-pages pour surprendre, choquer, interroger, et des doubles pages pour émerveiller. C'est la force naturelle du médium qu'aucune adaptation animée ne pourra copier. Je ne sais pas comment expliquer ce pouvoir que renferment les doubles pages. Bien sûr, elles permettent aux artistes de s'exprimer, se faire plaisir sur plus d'espace, impressionner. Et les auteurs les utilisent dans les moments les plus importants de leur histoire. Donc ce sont bien elles qui ouvrent la voie, marquent le coup et sonnent le glas. On pourrait même argumenter qu'il suffit de lire les doubles pages pour comprendre 90% de l'histoire. Et pour certains, lire un manga, c'est se faire chier entre deux doubles pages. Beaucoup d'auteurs les économisent pour renforcer l'importance de chacune. D'autres n'hésitent pas à les multiplier. Le record revient à Oda pour Marineford, qui n'a fait que ça tout du long. Même s'il triche un peu en les découpant comme même, j'ai pas souvenir avoir vu ça ailleurs. Bon, comme je sens que j'en ai saoulé certains, pour finir, petite conclusion ludique pour vous rappeler que ceci est la chaîne du fun. Wouhou! Le volume 26 de Kingdom a décroché un record du monde. Celui du manga réalisé par le plus de gens. Pour faire la promotion de l'animé immonde, qui est lui-même ni plus ni moins qu'une promotion du manga magnifique, ils ont demandé à de nombreux artistes plus ou moins talentueux de redessiner le tome. L'idée est bonne, le résultat incroyable. C'est plus de 1000 dessinateurs qui ont coopéré. Des doubleurs des personnages de l'animé aux plus grands mangaka. Certains ont un talent manifeste, pour d'autres c'est moins clair. Ce qui a produit un ouvrage unique où aucune case n'a le même style. Un vrai petit bijou. Évidemment jamais sorti chez nous. Du coup, saurez-vous retrouver les célèbres mangaka à l'origine de ces cases? Si vous n'avez pas reconnu celui-ci, vous brûlerez en enfer. Il s'agit évidemment de Goda, l'auteur de One Piece. Un autre très facile, sa patte reconnaissable entre mille a carrément changé tout le personnage. C'est plus Shin, mais Musashi Miyamoto, le loup-bou nippon. Et l'auteur est évidemment Takehiko Inoue, qui a aussi fait les incroyables Slam Dunk et Real. Celui-là est peut-être moins reconnaissable, mais l'auteur est tout aussi populaire. C'est le gars qui a appelé son manga comme son héros et comme le petit ingrédient qu'on trouve dans les ramen. Masashi Kishimoto, papa de Naruto. Mon dernier n'a besoin que d'une ultime syllabe pour être à la fois le rituel de mise à mort des samouraïs déshonorés et un fromage pour enfants. Vous l'avez? C'est Taraki. Vous êtes-vous déjà imaginé comme le général d'une armée s'étendant à perte de vue? La personne qui, avec quelques mots, enverra plusieurs dizaines de milliers de soldats vers une mort certaine? Si vous êtes équilibré, probablement pas. Du coup, je vais vous demander de faire un effort d'imagination. Allez-y, fermez les yeux. Et non, ce n'est pas du tout une combine pour m'éviter plusieurs heures de montage. Fermez les yeux et imaginez. Vous présidez des dizaines, non des centaines de milliers de guerriers. Et vous avez la ferme intention d'expédier une bonne partie de ces fiers gaillards vers votre meilleure pote, la faucheuse. Concrètement, comment vous leur demandez? Qu'est-ce que vous leur dites exactement? Bon, les gars, je sais que ça fait chier, moi non plus j'ai pas super envie d'y aller, mais là franchement y a pas le choix. Bof, pas ouf. Autre variante. Écoutez-moi bien, bande de chiens galeux, le premier qui y met un tant soit peu de mauvaise volonté, je le fais empaler sur la lance la moins acérée que je puisse trouver. Honnêtement, celle-là, elle devrait fonctionner, mais elle reste pas terrible non plus. Et léger hic, vous avez l'assurance que même votre lieutenant le plus loyal se carapatera à la première opportunité de déserter. Bon, en même temps, les soldats ils sont payés, ils sont là pour ça, et plus important encore, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Du coup, un simple chargé est aussi une solution. Mais c'est loin d'être la meilleure, parce que pour que vos soldats se battent comme des démons, pour que chacun de vos hommes envahille deux d'en face, il faut les motiver. D'autant plus qu'aux prémices d'une bataille, chacun pète de trouille plus ou moins fort. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Eh bien ce qu'on peut, je suppose. Ah et puis c'est bon, je résiste pas à vous faire une petite sélection de 3 discours parmi les plus épiques, racontés au cours de l'histoire. C'est pour moi ces bonus. Je les ai élagués et modernisés un peu. On va commencer en douceur par le discours de la reine Elisabeth Ier. Quand l'armada espagnole se rapprocha dangereusement des côtes britanniques, la reine en personne vint préparer ses troupes à les recevoir. Elle n'était alors accompagnée que d'une poignée de gardes du corps. Voici les mots qu'elle prononça. Mon peuple bien-aimé, des conseillers soucieux de ma sécurité m'ont mis en garde de paraître devant mes armées par crainte d'une trahison. Mais je vous l'assure, je ne veux pas vivre en me méfiant de mon peuple fidèle et bien-aimé. Je ne suis pas venu parmi vous pour ma récréation et mon plaisir, mais parce que je suis résolu à vivre et à mourir au milieu de vous tous, au cœur et dans la chaleur de la bataille. Et, pour mon Dieu, pour mon royaume et pour mon peuple, à coucher mon honneur et mon sang même dans la poussière. Je sais que mon corps est celui d'une faible femme, mais j'ai le cœur et l'estomac d'un roi.
et je me moque que le duc de Parme ou n'importe quel prince d'Europe ose envahir les rivages de mon royaume. Dans cette occasion, je préfère risquer mon sang royal que d'encourir le déshonneur. C'est moi qui vais être votre général et votre juge au moment de récompenser votre valeur sur le champ de bataille. Je sais que déjà, votre courage mérite des récompenses et des couronnes, et je vous donne ma parole de prince que vous les recevrez. Je ne doute pas que, par votre entente dans le campement, votre courage au combat et votre obéissance envers moi-même et envers mon général, nous ne remportions dans peu de temps une glorieuse victoire sur les ennemis de Dieu et de mon royaume. Bon, pour l'anecdote, il s'avère que cela ne servit à rien puisque l'armada fit demi-tour avant. On enchaîne avec notre bien-aimé empereur, Napoléon Bonaparte, qui lui aime faire ses speeches une fois la bataille remportée. Plus précisément celle d'Austerlitz, où ses troupes venaient de mettre en déroute l'une des plus grandes coalitions des forces européennes jamais vues sur le continent. Voici ce qu'il leur dit. Soldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs de Russie et d'Autriche, a été en moins de 4 heures ou coupée ou dispersée. Ce qui a échappé à votre fer s'est noyé dans les lacs. 40 drapeaux, les étendards de la garde impériale de Russie, 120 pièces de canon, 20 généraux, plus de 30 000 prisonniers sont les résultats de cette journée à jamais célèbre. Cette infanterie tant vantée et en nombre supérieur n'a pu résister à votre choc et désormais vous n'avez plus de rivaux à redouter. Ainsi, en 2 mois, cette troisième coalition a été vaincue et dissoute. Soldats, lorsque le peuple français plaça sur ma tête la couronne impériale, je me confiais à vous pour la maintenir toujours, dans ce haut éclat de la gloire qui seul pouvait lui donner du prix à mes yeux. Mais dans le même moment, nos ennemis pensaient à la détruire et à l'avilir. Et cette couronne de fer, conquise par le sang de tant de Français, ils voulaient m'obliger à la placer sur la tête de nos plus cruels ennemis. Projet téméraire et insensé que le jour même de l'anniversaire du couronnement de votre empereur, vous avez anéanti et confondu. Vous leur avez appris qu'il est plus facile de nous braver et de nous menacer que de nous vaincre. Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre patrie sera accompli, je vous ramènerai en France. Là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on nous réponde « Voilà un brave ». Mais au petit jeu des discours épiques, comme pour les batailles en elles-mêmes d'ailleurs, les champions incontestés restent les Spartiates. Ce n'est pas pour rien que des films en parlent encore 2000 ans plus tard. Au fait, savez-vous d'où vient le mot laconique ? De Laconia, l'ancienne région de Grèce où résidait la ville de Sparte. Et voilà la raison. Quand Philippe II de Macédoine envahit le sud de la Grèce, après avoir rasé plusieurs villes importantes, il envoya un message à Sparte. « Sparte, devrais-je venir en tant qu'ami ou ennemi ?» Après un moment, les Spartiates répondirent « Aucun des deux ». Furieux, Philippe II continua. « Je vous conseille de vous soumettre sans délai, car si je conduis mon armée sur votre territoire, alors je détruirai vos fermes, je tuerai votre peuple et je raserai votre cité. » À la suite de quoi les Spartiates répondirent « Si ». Finalement, Philippe II préféra éviter Sparte et ses habitants laconiques. Un autre exemple bien cool survient lorsqu'un malheureux commenta un bas-relief en compagnie d'un Spartiate. La sculpture montrait des Athéniens en train d'égorger leurs ennemis. L'homme s'extasia alors. Quel vaillant homme que ces Athéniens! Quand le guerrier de Sparte rétorqua « Oui, en peinture ». Le dernier petit exemple prouvant, s'il était encore besoin, la batassitude de cet ancien peuple provient de Diennesès, rapporté comme le tout meilleur soldat de Léonidas par Hérodote. Face à l'immense armée perse, un allié thrakinien lui assura que le simple nombre de leurs flèches obscurcirait le soleil. Diennesès répondit « Tant mieux, comme ça nous combattrons à l'ombre ». Mais le discours qui rentra dans l'histoire appartient au roi Léonidas. Si tout le monde connaît son talent pour ôter la vie, il s'agissait également d'un érudit et d'un très bon orateur. Lorsque les centaines de milliers de Perses se sont amassés aux portes de sa cité, Léonidas est parti en mission suicide avec quelques centaines d'hommes dans l'espoir de gagner suffisamment de temps pour que le reste de la Grèce se bouge enfin le fion. Une fois le moment venu de se battre jusqu'à la mort, voilà ce qu'il dit aux braves qui l'accompagnèrent. Dans 1000, 2000 ou 3000 ans à partir de maintenant, des hommes d'une centaine de générations à naître pourraient, pour des raisons qui leur resteront propres, voyager jusqu'à notre pays. Ils viendront, peut-être des professeurs ou des voyageurs d'au-delà des mers, animés par la curiosité du passé ou l'appétit du savoir. Ils observeront nos plaines, sonderont nos pierres et retourneront nos ruines. Qu'apprendront-ils de nous ? Leurs pelles ne découvriront pas de somptueux palais ou temples, leurs pioches ne tomberont pas sur d'immortelles pièces d'architecture. Que restera-t-il de Sparte ? Pas un seul monument de bronze ou de marbre, mais ceci, ce que nous faisons ici, aujourd'hui. Maintenant régalez-vous d'un bon déjeuner mes guerriers, car ce soir, nous partagerons tous notre dîner en enfer. Vous trouvez ces discours plutôt stylés ? Parce que ce sont des hommes et femmes bien réels qui ont réussi à les sortir sans bafouiller dans notre passé au moment où ça importait.
Maintenant, si on a le droit d'imaginer le discours qu'on veut dans la situation qu'on souhaite, on peut certainement faire mieux. Ce qui tombe bien, puisque Mieux est le troisième prénom de Yasuhisa Shuf Mieux Hara. Je ne vais même pas tenter de retranscrire les tirades homériques des généraux de Kingdom, puisque mes maigres talents d'acteur ne sauraient leur rendre justice. Et puis, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Dans une histoire du genre, on s'attend à trouver de tels moments, et en vérité, ils ne sont pas si difficiles que ça à écrire. Par contre, c'est une autre paire de manches que de créer de toutes pièces une bataille d'éloquence entre le prince héritier d'un royaume et son rival politique. L'art de la rhétorique, c'est quand tu parviens à faire passer la forme au-dessus du fond. Si l'œuvre m'a convaincu avec son arc phare, dont je parle plus tard, elle m'a vraiment impressionné à la joute verbale entre Heisei et Ryofui. Un accomplissement d'autant plus impressionnant qu'il se passe après un arc d'une intensité sans pareille et pendant que Shin se bat pour sauver la capitale. C'est tout de même assez prodigieux qu'entre deux scènes d'une guerre intense, où, durant une brève accalmie, survient la véritable lutte, celle rhétorique, entre deux personnages secondaires et qui s'avère encore plus captivante. On a quand même un jeune héritier qui ambitionne d'unifier la Chine dans le feu et le sang, face à un ancien marchand plein de ressources, financières comme intellectuelles. Autant dire que Heisei part de loin, très loin. Il doit convaincre Ryofui et les lecteurs à travers lui de la pertinence de son projet qui, et nous le savons tous les trois, conduira à des millions de morts. Pas évidente comme position à défendre. Une technique de narration classique, lorsqu'on a un moment qui aurait tendance à devenir chiant pour le lecteur moyen, est de l'entrecouper de scènes d'action. Ce qui est fait de main de maître avec l'attaque de la capitale par les forces ennemies dans le but terrible de supprimer la lignée royale. Chose à laquelle s'oppose évidemment Shin, le héros qu'on suit depuis la première page et le meilleur ami du prince en passe de devenir roi. Je me répète, mais l'écriture de Hara force le respect. Parce qu'au lieu de m'emmerder pendant l'échange, je me retrouvais, dès qu'on retournait au conflit, à vouloir revenir au débat. Notre fougueux prince commence en annonçant clairement son ambition, complètement folle pour l'époque, d'unifier la Chine tout entière. Autant dire qu'il part pas gagnant. C'est son rival, Ryofui, qui ouvre le bal. Il parle de sa vision qui revêt beaucoup de maturité et de sens. Il remonte même à l'origine du monde, entrant dans la sphère philosophique. Pour lui, l'argent, ou plus précisément le système monétaire, est à l'origine du monde car il est la source du désir de chaque homme. Son règne serait donc placé sous l'or pour faire de Qin le royaume le plus riche et par conséquent le plus puissant de la Chine. Loin d'être stupide, le chancelier annonce qu'un souverain ne devrait pas faire couler le sang de ses sujets. Après 500 ans de guerre permanente, il affirme, très juste, que les peuples sont las des conflits. Son objectif est de rendre le royaume si riche que les voisins n'auront d'autre choix que de se rallier à leur cause. Ce n'est pas sur la violence, mais la richesse qu'il faut baser son règne. Il conclut enfin que même si le prince parvenait à unifier le continent, ce serait dans la mort et la souffrance. Après quoi, 6 royaumes vaincus et soumis développeraient une haine sans commune mesure pour Qin. Pouah, va enchaîner après ça, hein. C'est logique, intelligent et empirique. À ce moment-là, j'ai ressenti ce petit frisson de tension où je me demandais comment est-ce que notre futur roi allait bien pouvoir s'en sortir. Ce dernier relance en posant la question à son rival. Réalises-tu que cette gouvernance ne mettra jamais un terme à la guerre ? Le chancelier répond que la guerre subsistera de toute façon, qu'elle ne disparaîtra jamais du monde des hommes. Quand, enfin, Heisei reprend la parole, c'est pour lui mettre un taquet. 2 jolis mots pour un marchand n'ayant jamais participé à la moindre rixe. Tu utilises la nature humaine comme prétexte pour éluder les problèmes. Or, le rôle du monarque est d'offrir un meilleur horizon à ses sujets. La fin de cette époque de conflit. Ryofui insiste. La guerre fait partie de la nature de l'homme. C'en est trop. Pour la première fois, le prince héritier le coupe. D'un ton assuré, il affirme que son rival se trompe sur la nature humaine, qu'il n'a plus foi en l'homme. Et quand c'est clamé par un prince anciennement otage pendant 9 ans, ayant vu de près la haine et l'animosité dont les hommes sont capables, les mots ont un autre poids. Petite clim générale, puis il enchaîne. Pour lui, la nature humaine, c'est cette lumière qui sommeille en chacun d'entre nous. Cet éclat que lui a montré cette femme qu'il ne connaissait pas et qui pourtant offrit sa vie pour le libérer. Cette lumière qui resplendit lorsque plusieurs généraux de Qin donnèrent leur vie pour défendre le royaume. Cette lueur qui est alors reprise par les soldats, les lieutenants et tous ceux qui ouvriront suffisamment les yeux pour l'apercevoir. Alors oui, il compte unifier le continent par la force et le sang, quitte à ce qu'on le traite de tyran. Mais s'il y parvient, tous les États seront égaux et son successeur pourra enfin vivre dans un monde en paix. Même le chancelier est troublé par l'assurance de son rival. Ce qui prouve une chose, c'est qu'il porte quand même bien son nom. Heisei. Quiz personnalité. Et vous, quel genre de général êtes-vous ? On vous ordonne de prendre une ville fortifiée avec moitié moins d'hommes. Que faites-vous ? Carré, je sais que c'est la merde, mais comme je le sens bien, je vais quand même attaquer. Cercle, je pense qu'une bonne vieille torture des proches peut faire son petit effet.
Triangle. Je vais leur envoyer tous les clodos que je trouve dans les environs. Croix. Oh bordel, je vais lui foutre un coup de massue, il va rien comprendre. Si vous avez voté carré, vous êtes le duc Yo. Pour vous, tout se fait à l'instinct et avec 5 grammes dans le sang. Votre credo est on attaque d'abord et on avise ensuite. Heureusement que vous avez le cul bordé de nouilles, puisque la frontière entre génie et autiste est vraiment fine. Votre animal totem est le poisson-chat. Premier décan, faites gaffe aux ermites lugubres qui passent leur journée à découper tout ce qui bouge. Si vous avez voté cercle, vous êtes Kanki, c'est pas de bol. Pour vos ennemis, d'un naturel instable et chaotique, vous avez du mal à contenir vos pulsions sadiques. Votre charisme inné couplé à votre sens du coup de pute vous offre toutefois de nombreuses opportunités. Votre couleur porte-bonheur est le sang. Méfiez-vous des Capricornes. Si vous avez choisi le triangle, vous êtes le général Oocen. Vous avez des yeux derrière la tête et n'êtes pas très porté sur l'amour filial. Mais votre esprit analytique et votre talent sans limite pour la stratégie vous apportent nombre d'éloges et un respect immuable. Votre pire ennemi reste votre ego hors de contrôle. Conseil, arrêtez de vouloir recruter tous les gens que vous croisez, surtout les généraux de l'armée en face. Ça n'a jamais marché. Si vous avez opté pour la croix, vous êtes Mobu. Vous, pas très loquace, et même si vous pas complètement débile, vous pas briller pendant une partie de Go, à moins que les coups de masse soient autorisés. Dans ce cas, foncez, car personne ne pourra vous arrêter. Ascendant Scorpion, Jupiter s'installe chez vous en ce moment. N'hésitez donc pas à clamer quelques tirades bien senties avant de charger les lignes ennemies. En général, quand le discours échoue, c'est là qu'on commence à se fracasser la tronche à grands coups de fléau. On troque plumes et papier pour épée et bouclier, ou mieux encore, une bonne vieille bombe H. Cette partie, c'est celle où les orques reprennent des couleurs. Parce que si ces saletés appartiennent aux deux seules espèces à littéralement torturer leur proie pour le plaisir, nous, quand on décide de s'entretuer, au moins, on va jusqu'au bout du concept. On n'a pas peur de faire les choses en grand. Évidemment, je ne peux aborder l'art de la guerre sans citer Sun Tzu, le père de la stratégie militaire. Connais l'adversaire et surtout connais-toi toi-même et tu seras invincible. L'un des meilleurs exemples de la stratégie présente dans Kingdom reste la manœuvre de Oocen, le faiseur de clochards. Quand Qin commence véritablement leur conquête des 6 autres royaumes, le commandant en chef des armées, qui est un vrai petit rusé, met sur pied un plan flirtant avec la perfection. Il envoie alors 3 armées conjointes, supervisées par le général Oocen, qui est pas non plus le dernier des débiles, vers la frontière de Zhao. La première ville servant de ligne de défense qu'il rencontre se nomme Retsubi. Elle tombe en quelques instants. Tout le monde se félicite de cette attaque éclair, mais Oocen et les plus vifs des stratégistes qui l'accompagnent se rendent compte que quelque chose cloche. Retsubi est un piège. La cité a été sciemment bâtie pour qu'elle soit difficile à défendre et facile à reprendre. Le but est de laisser les envahisseurs s'enfoncer dans leurs terres, arriver par derrière, reconquérir la ville et les couper de la ligne de provisions dont toute armée a cruellement besoin. Rien que ça est déjà impressionnant en soi. Notre général en chef taciturne le réalise tout de suite. Pourtant, au lieu de rentrer pour établir un nouveau plan, il décide de laisser ses gars sur place quelques jours, le temps de se faire un petit voyage découverte. Avec une poignée d'hommes, il progresse à travers le territoire hostile pour jeter un coup d'œil à Gyo. Immense ville fortifiée, elle se situe juste en dessous de la capitale de Zhao. Pas besoin d'être Sun Tzu pour comprendre que s'il venait à s'en emparer, tout le royaume se retrouverait dans une sacrée panade. Avoir ses adversaires à un jour de marche de sa métropole, c'est jamais ouf. Seulement, il y a un souci, et un majeur. Contrairement à Retsubi, Gyo est imprenable. De gigantesques murs protecteurs l'entourent, des légions de soldats la gardent, et ils ont suffisamment de vivres pour se permettre de s'emmurer pendant plusieurs mois, en attendant que le reste de l'armée de Zhao arrive pour fumer les zadistes qui traînent en dessous. Alors comment est-ce qu'on conquiert une forteresse inexpugnable ? On fait appel au talent d'Oocen. Celui-ci décide tout d'abord de totalement abandonner Retsubi, à la grande surprise de son armée qui ne comprend pas franchement le projet. Puis, quand on leur explique le pourquoi du comment, la plupart se disent qu'ils vont mener une attaque éclair sur Gyo, pour les prendre de vitesse. Une fois conquise, même si Zhao reprend Retsubi, il suffira de la reprendre. Mais non, au lieu de foncer directement vers Gyo, Oocen divise ses forces et leur commande d'aller assiéger les petites villes alentours. Il ordonne à ses lieutenants 2 choses. Premièrement, de récupérer toute la bouffe qu'ils peuvent, parce que nourrir 100 000 soldats ça demande plus qu'un paquet de pépitos, et deuxièmement de chasser tous les habitants vers l'est, vers Gyo. Des dizaines de milliers de civils s'entassent alors dans la seconde capitale. C'est là que beaucoup réalisent le plan du général en chef. Il prévoit d'affamer Gyo avant qu'eux-mêmes n'arrivent à court de provisions. Puisque si la famine s'installe dans une ville surpeuplée, ce n'est qu'une question d'heure avant qu'elle ne sombre dans le chaos. Et comme tout ce beau monde a déjà été épargné par Qin, beaucoup se diront automatiquement qu'il suffit d'ouvrir les portes pour mettre fin à leur calvaire. Oocen offre une leçon de stratégie magistrale. Pour s'emparer d'une forteresse imprenable, le mieux reste encore de faire en sorte qu'ils ouvrent les portes d'eux-mêmes. S'engage alors une guerre d'attrition.
qui s'annonce mal, parce qu'en dépit de tous ces efforts, on compte toujours plus de réserves à Gyo que dans leurs chariots. Ce seront bien eux, les envahisseurs, qui mourront de faim en premier, à quelques jours près. Mais c'était sans compter sur la fourberie d'un mec tout le temps masqué. Parce qu'il n'y avait pas que d'innocents citoyens parmi les dizaines de milliers de réfugiés se massant dans Gyo. Ces hommes se sont fait passer pour des soldats de Zhao, grièvement blessés, afin d'infiltrer la ville et mettre le feu aux silos de grains, précipitant la chute de la cité fortifiée. Très vite, les portes s'ouvrent. Il suffit alors pour Qin de s'engouffrer pour conquérir la métropole. Une victoire en demi-teinte, parce que subsiste le problème de la bouffe. Si Gyo est tombée, c'est bien parce qu'elle n'avait déjà plus rien à se mettre sous la dent. Évidemment, Osen n'a pas tanné ses 100 000 soldats durant 2 semaines pour qu'ils se retrouvent à crever la dalle dans leur nouvelle cité. Au même moment, un convoi d'approvisionnement s'approche de Retsubi, accompagné d'une armée pour se frayer un chemin. Il est bien sûr accueilli par l'embuscade d'un détachement de quelques milliers de soldats qui fout le feu aux chariots de vivres, avant de réaliser qu'ils sont vides. Ce convoi n'était qu'une diversion. Le véritable ravitaillement arrive par la rivière jaune, seulement ça aussi Zhao l'anticipe. Et leur armada les attend de pied ferme. Elle coule tous les bateaux. Et cette fois, ils sont bien remplis. Butter chicken et riz pilaf, moussaka au bœuf, paella balenciaga. Ce sont plusieurs centaines de plats picards qui sombrent dans les flots, signant la reine mort de l'armée toujours cloîtrée dans Gyo. Mais au petit jeu de celui qui voit le plus loin, Osen est sans égal. Un autre convoi maritime arrive, cette fois de l'autre côté. Plusieurs mois à l'avance, le commandant en chef avait demandé l'aide de Qi, l'autre état partageant une frontière avec Zhao. Ces derniers n'ont pas juste accepté de bon cœur. Déjà, entre Qi et Qin, il n'y a qu'une lettre de différence, donc c'est un peu comme s'ils étaient les meilleurs bros. Et puis Qin paya le prix fort pour ses denrées, plus du double de leur véritable valeur. Ainsi, Gyo fut ravitaillé, marquant la fin de la conquête. Mais comme il fallut dépêcher d'autres régiments pour entreprendre ce plan machiavélique, le royaume de Wei en profita pour récupérer une partie des terres conquises par Qin quelques années auparavant. Ce qui offre un bel aperçu du bordel que c'est que de vouloir unifier les 7 super-états se divisant la Chine. Bienvenue dans le Battle Royale le plus épique de l'histoire. Si jamais, pour une curieuse raison, vous êtes arrivé jusqu'ici sans avoir lu le fameux arc, sérieusement, me forcez pas à me lever, me souvenir que de toute façon je vais rien faire et me rasseoir. Parce que je peux le faire, hein, ça me fait pas peur. Et si vous n'en avez strictement rien à faire de Kingdom, mais que vous avez été intrigué par le titre, déjà, bien joué à moi, et ensuite, installez-vous. L'histoire commence. Juste, faites gaffe, cet événement est si épique que l'auteur a failli faire une crise cardiaque pendant son écriture. Et non, pour une fois, ce n'est pas une blague. Ça n'aura échappé à personne. Au grand jeu de la romance, il manque un dernier fait. Fait numéro 3. Le moment le plus épique de l'histoire. Proposition A. À l'origine, la Chine était divisée en une centaine d'états se livrant des guerres perpétuelles. Au bout de 500 ans de rixe, 7 royaumes émergèrent. Han, Yan, Chu, Qi, Zhao, Wei et Qin. Cela faisait plus de 2 siècles que personne n'affichait l'intention d'unifier la Chine. En même temps, à quoi bon ? Chaque tentative avait lamentablement échoué, et souvent entraîné la chute de la nation en question, si bien qu'unir les terres jaunes ne semblait être le rêve que de quelques dégénérés par millénaires. Le jeune roi de Qin était l'un d'entre eux. Excédé par la misère humaine qu'il dut subir en tant qu'otage royal dans une ville ennemie où tous les habitants lui vouaient une haine immémoriale, le jeune Heisei se promit de mettre un terme au cycle de violence. Son meilleur allié était Shin, un jeune soldat rapide, furieux et ambitieux. Après avoir brillé à de multiples reprises sur divers champs de bataille, il se hissa en tant que commandant d'un groupe indépendant de 1000 hommes. L'unité spéciale Ishin venait à peine de repousser une incursion des Chu quand elle fut rappelée par l'état-major. Sur sa route, elle tomba sur une jeune fille en pleurs qui les supplia de les aider. Ni une ni deux, la troupe traça, vite fait bien fait, vers sa ville. S'ils se doutaient que quelque chose clochait, les soldats ne s'attendaient pas à tomber sur une telle scène. Femmes, enfants, architecture, rien n'avait été épargné. Étonnamment, c'était une armée portant l'étendard des Han qui assiégeait la ville-état de Zhou. Enragés, Shin et ses hommes enseignèrent aux envahisseurs pourquoi ils formaient une unité spéciale de l'armée de Qin. Un second massacre débuta. Ils s'en donnèrent à cœur joie et ne firent qu'une bouchée des 2000 Han. Les citoyens de Zhou furent sauvés, du moins une partie, suffisamment pour se donner bonne conscience. Mission effectuée, on a encore brillé, tout le monde peut rentrer. Mais ils planaient comme l'ombre d'une embrouille. Qu'est-ce qu'ils foutaient ici, au juste, ces cons de Han? L'unité spéciale n'eut pas le temps de percer le mystère qu'il fit encore une rencontre imprévue. Riboku, le plus grand général militaire de la Chine, craint par beaucoup, respecté par tous, et accessoirement l'actuel premier ministre de Zhao, l'ennemi juré de Qin. Et lui non plus n'avait rien à faire ici. Pourtant, il était bel et bien en train de tailler le bout de gras avec le premier ministre de Chu. Plus louche, c'est un saladier. Un mois plus tard, Chu débarqua sans prévenir.
Une armée à l'image de l'État, gigantesque. Elle assiégea le fort Kanko qui tomba immédiatement, incapable de résister plus d'une heure. Pendant que les estafettes se relayaient pour apporter la nouvelle à la capitale, l'unité spéciale Ishin tomba à nouveau sur un tableau qu'il ne s'attendait pas à voir. Une immense armée Wei. Profitant de l'incursion Chu, les Wei franchirent la bordure est. Plus de 100 000 hommes déferlèrent sur les cités mal protégées du royaume. Après quelques jours de voyage, le messager put enfin délivrer son rapport à l'état-major. L'attaque des Chu et Wei. Le roi, le commandant en chef des armées, le ministre et les conseillers n'eurent pas le temps de réagir qu'une seconde estafette déboula en nage. Zhao est en train d'envahir Qin. Un vent de panique souffla sur le quartier général. Cela faisait de nombreuses décennies qu'une telle alliance n'avait pas vu le jour. Sauf que cette fois, c'était eux qui se retrouvaient dans les lignes de mire. Quand un troisième messager arriva, essoufflé. 120 000 Yan arrivent du nord. À peine le temps de digérer l'information qu'un quatrième homme s'agenouilla pour transmettre son rapport. 50 000 Han sont en train d'envahir la ligne Est. Tout le monde eut du mal à le croire. Ce n'était arrivé qu'une fois dans l'histoire. Une alliance de 6 royaumes. La formation d'une oméga armée de plus d'1 demi-million de guerriers. La coalition de tous contre un. Cette fois c'était clair pour le roi et ses sujets. Ces envahisseurs venaient les exterminer. Autrement dit, c'était quand même pas mal la merde. Parce qu'en plus d'arriver avec l'objectif de raser Qin de la carte, l'alliance était emmenée par Riboku en personne, qui, ironiquement, n'avait pas suffisamment le sens de l'humour pour que ce soit une blague. Et alors que les troupes de la coalition traversaient le royaume comme un raz-de-marée incoercible, l'état-major perdit pied. Même Shoei-kun, commandant en chef des armées de Qin et l'un des rares hommes à pouvoir rivaliser avec le génie militaire de Riboku, se laissa happer par la panique. Beaucoup abandonnèrent tout espoir quand leur roi leur appela. En ce moment même, à travers toutes nos terres, des millions de vies sont retirées. Toutes les personnes qui comprennent ce qui se passe sont réunies ici, dans cette salle. Nous sommes les seuls à pouvoir faire quelque chose pendant cette crise. Les 30 personnes dans cette pièce ont la vie de tous les citoyens de Qin entre leurs mains. Peu importe la grandeur de l'ennemi, vous ne devez pas baisser les yeux. Chaque minute qui s'égrène, notre royaume, nos citoyens sont en train de souffrir là-bas. Alors dédiez chaque fibre, chaque cellule de votre être à concevoir un plan correct. Même si c'est une alliance comme on n'en a jamais vu, on ne va pas juste courber les chines et les laisser agir à leur guise. On va se battre. Démarra alors la cellule de crise la plus épique de l'histoire. Le tout premier move de Shoei-kun fut un coup de génie. Il s'occupa de Qi, le dernier état. Par chance, un diplomate de Qin se trouvait justement de l'autre côté de la Chine. Double coup de bol, le roi de Qi était un excentrique bouffeur de serpents. Comme il avait accepté de faire partie de la coalition dans le seul but de ne pas s'isoler politiquement, il s'en retira aussi vite, content de ne pas avoir à mobiliser des forces loin de chez lui. Cette simple entente changea beaucoup de choses, puisque soudainement les pays de l'Alliance se retrouvèrent avec un ennemi potentiel dans leur dos. La simple présence de Qi les empêcha d'envoyer l'entièreté de leurs troupes dans la coalition. Un de moins, plus que 5. Mais pour ce quintet, déjà bien enfoncé dans les terres de Qin, ça allait être plus compliqué. L'Alliance était fermement décidée à marcher sur la capitale, et au rythme où elle progressait, elle y arriverait avant qu'il n'ait temps de mettre au point un plan. Le duc Yo, un général émérite de Qin, prit l'initiative d'engager les 100 000 Wei avec ses 10 000 soldats. Il savait qu'il n'avait aucune chance, mais son but était de les ralentir pour offrir quelques jours de réflexion dont le royaume avait cruellement besoin. Le duc fut rejoint par l'unité spéciale Ishin. Ensemble, il parvint à contenir l'armée des Wei durant 4 jours avant que celle de Zhao ne vienne y mettre un terme. 4 jours, 96 heures, passées sans fermer l'œil, à déplacer des pions sur une table, à envisager le moindre déplacement des troupes adverses, chacune de leurs ruses. Au bout, une stratégie. Loin d'être bétonnée, elle offrait un maigre rayon d'espoir. 20% de chance selon les calculs du formidable Shoei-kun. Et pour la mettre en place, il fallait mobiliser jusqu'au dernier soldat de la nation. Tous les généraux furent convoqués au même moment dans le palais royal. Ça aussi, c'était une première. Ces 7 commandants constituaient la crème de la crème, ce qu'ils se faisaient de mieux dans l'armée de Qin, que ce soit par leur talent à l'épée ou leur sens de la stratégie, voire les deux pour certains. Le plan de défense de Qin était simple. Vu l'écrasante infériorité numérique, toutes les lignes de défense furent abandonnées. Chaque garnison fut vidée pour que l'armée entière se réunisse à la porte de Kankoku. Pour accéder à Kanyo, la capitale de Qin, entourée de chaînes de montagnes, un large groupe devait obligatoirement emprunter cette porte. Toutefois, comme on trouve quand même des passages praticables via les massifs, le plan de Qin prévoyait de diviser les bataillons. Les 70 000 hommes du général Hosen sur la gauche retiendraient les 120 000 Yan. Les troupes conjointes de To, 30 000 âmes, et Mogu, 60 000 âmes, juste à droite des murailles, contiendraient les 150 000 Chu. Les 40 000 guerriers du duc Yo arrêteraient les 120 000 Zhao. Pendant que Kanki, ancien bandit devenu général, s'occuperait de protéger la porte de Kankoku des 100 000 Wei et 50 000 Yan avec l'aide d'un vieil aigri et d'un retraité affable. Contre toute attente, ce fut le duc Yo qui ouvrit le bal contre l'armée de Zhao. Étranger au concept de défense, il fondit sur ses ennemis comme un damné sorti de l'enfer. Cette folie déclencha le début des hostilités.
En 241 avant Jésus-Christ, l'armée de Qin affronta la coalition. L'Alliance n'était pas venue les mains vides. Quelle ne fut pas la surprise de Papy Brossard et l'excitation de Kanki de voir débarquer deux énormes tours de siège. Heureusement, le second parvint à incendier la tour qu'on lui avait réservée, et le premier gueula assez fort sur ses soldats pour repousser la sienne. De leur côté, le reste des troupes fit plus que retenir la coalition. Dès le premier jour, To, un des généraux de Qin, parvint à neutraliser l'un des commandants de Chu. Pareil pour Shin, qui terrassa Mangoku, un dégénéré de Zhao. La nuit tomba et les troupes de l'Alliance reculèrent. Au deuxième jour, les batailles reprirent de moins belle, plus doucement, plus calmement. L'immense armée de Chu n'envoya qu'une partie de ses troupes, histoire d'occuper celle de Mohobu et To. Eux-mêmes, surpris par ce manque de conviction, préférèrent rester prudents. Et après l'échec de la veille, l'assaut de Kankoku se transforma en siège classique où les archers s'échangeaient des flèches. Cette monotonie reposait sur un plan, celui d'envoyer discrètement des soldats via un passage montagneux déniché par l'Alliance. Ainsi, sans que Qin s'en rende compte, la coalition détacha quelques milliers d'hommes par petits paquets de 10. La manigance dura pendant 14 jours, durant lesquels les forces de l'Alliance usèrent celles de Qin tout en se frottant les mains de satisfaction. Puis, au 15e jour, la coalition envoya tout ce qu'elle avait à disposition. Le but était de distraire tous les fronts, afin que les détachements passés subrepticement puissent les prendre à revers pour ouvrir les portes. Et tout se déroula selon le plan, du moins au départ, puisque le général en chef de Chu, un monstre de plus de 2 mètres pour 150 kg de viande, se fit refaire le visage par Mohobu. De l'autre côté, les Yan qui se heurtaient à la montagne transformée en forteresse par Océane parvinrent enfin à la conquérir, sans se rendre compte que c'était précisément l'intention du stratège de Qin qui leur laissa son fort pour tomber 8000 de leurs meilleurs guerriers avant de disparaître plus loin. Ainsi, quand la situation à la porte de Kankoku devint véritablement critique, l'armée de Océane débarqua de nulle part pour sauver le coup de justesse. Une estafette rapporta la nouvelle à l'état-major. Les acclamations firent trembler le palais. Inversement, le roi de Chu, humilié, menaça de découper en morceaux tous ceux entrant dans son champ de vision. Après ce nouvel échec, les forces de la coalition reculèrent. Elles reprirent la position qu'elles avaient au premier jour. Beaucoup avaient déjà perdu espoir. Certains redoutaient de rentrer la queue entre les jambes. C'était sans compter sur l'homme le plus dangereux de la Chine, le véritable responsable de cette coalition, Riboku, qui disparut pile à ce moment, pour ressurgir 3 jours plus tard à la tête de 40 000 hommes. Pire encore, cette troupe s'était retrouvée derrière les portes de Qin, encore plus enfoncée dans les terres. Kasa, So, Ran et toutes les villes sur leur chemin furent réduites en cendres en un temps record. Et cette armée progressait vite, très vite, trop vite. La nouvelle frappa l'état-major de Qin avec plus de violence qu'un coup de Mobu. Comme le gros de leur force était occupé à la porte de Kankoku, pas question de rappeler des renforts. Et Kanyo, la capitale, ne saurait supporter un siège avec les quelques hommes restés sur place. Heureusement, le duc Yo et Shin remarquèrent la petite manœuvre de Riboku. En traçant tout droit comme des fous furieux, le général, notre héros et 5000 hommes rattrapèrent l'ennemi. Ils les prirent à revers. Les rangs des cavaliers s'enfoncèrent dans les lignes avec le duc à leur tête. Sa charge fut si féroce qu'il parvint à atteindre Riboku. Malheureusement, ce dernier avait placé ses hommes de sorte à lui faciliter la tâche. Et ce fut à ce moment-là que le duc Yo rendit son dernier souffle. Il offrit son bouclier à Shin, qui s'échappa avec moins de 2000 soldats. Au sein du palais impérial, la situation n'était pas ouf non plus. Au-dessus d'Eisei, le jeune roi ambitieux, planait la menace d'assassins mandatés par son rival, Ryofui, qui était également le premier chancelier de son propre royaume. Même Shoei-kun, le commandant en chef de son armée, travaillait pour le camp adverse à la base. Entouré d'ennemis, à court de soldats pour défendre sa capitale, dans l'attente d'un assassin ou de Riboku rendu à quelques jours de là, Eisei répondit avec le move le plus épique de l'histoire. Sans prévenir personne d'autre que Shoei-kun, il partit pour Sai, la dernière ville avant Kanyo, l'ultime rempart. Eisei embarqua le seul gars fidèle à sa disposition et les quelques cocos qui traînaient là malgré l'heure critique. Quant à l'unité spéciale Ishin, elle peina à échapper aux poursuivants de Riboku. Harcelée de flèches et de coups de lance dans le derche pendant plusieurs jours, elle arriva exténuée et démoralisée à Sai, devant le roi. Face à son souverain et ami, pas franchement taillé pour le combat et pourtant résolu à se battre jusqu'à la mort dans cette ville, les ténèbres embrumant Shin et son unité se dissipèrent aussitôt. En attendant les quelques 30 000 guerriers d'élite de Riboku, le joli petit monde de Sai firent les comptes. Les 2000 épaves de Shin, les 2000 soldats d'Eisei et les 1000 Gugus qui traînaient encore à Sai. 5000 soldats, ça faisait du 6 pour 1. Quelque chose leur dit que c'était pas gagné. Mais dans un concours de circonstances providentielles, il restait 30 000 civils réfugiés dans Sai. 10 000 hommes plus ou moins valides et 20 000 femmes, enfants et vieillards. Cumulés aux 5000 soldats, on égalait plus ou moins la troupe de Riboku.
Les Géiques, Sai avait décidé de capituler, ce qui expliquait la réunion de gens sans défense cloîtrés ici. Ils comptaient ouvrir les portes et laisser passer Riboku. Dans ce genre de conditions, leur demander de se battre jusqu'à la mort, ça vient pas tout seul. Et c'est précisément pour ces rares occasions qu'on se félicite d'avoir été briefé plus tôt sur l'art du discours, parce que celui-là, il allait être hardcore. Le jeune roi réunit tout le monde sur la grande place publique, puis il se dévoila, ce qui eut l'effet d'un électrochoc. Aucun habitant de Sai ne s'attendait à percevoir le roi dans leur vie, alors qu'il soit venu en personne dans un moment de crise comme celui-ci les bouleversa. Beaucoup eurent honte de s'être résignés, d'avoir ouvertement condamné leur souverain, pourtant venu les défendre. C'est ici, à Sai, que nous arrêterons l'armée ennemie. Et si par malheur nous échouons, Kin sera rayé de la carte. Ce n'est pas à la capitale que nous nous battrons, mais bien ici, à Sai. Il y eut ce moment de doute, en suspension dans l'air, quand les pauvres gens de Sai comprirent que ce seraient eux qui défendraient la ville, quand ils réalisèrent ce que leur roi attendait d'eux. Je sais que vous avez peur, l'ennemi est fort, je vois ici beaucoup de femmes et d'enfants. Le sang coulera, c'est une évidence, des vies seront perdues, c'est certain. Cependant, ce sont vos pères et mères et les leurs qui ont bâti ce pays. Ils y ont consacré leur vie, ils se sont sacrifiés pour que vous y viviez. Si vous capitulez, leurs efforts auront été vains et l'histoire de cet état s'achèvera avec la vôtre. Si l'ennemi ne vous massacre pas, il confisquera vos terres et vous deviendrez des esclaves. Vos enfants naîtront enchaînés et les leurs également. Il n'appartient qu'à vous de leur épargner ce sombre destin. C'est pourquoi je ne vous ordonne pas, mais vous demande de vous battre à mes côtés. Les habitants eurent un moment d'incertitude. Avaient-ils bien entendu? Non, et c'était sûrement mépris. L'un d'eux posa tout de même la question, pour être sûr. Mais vous n'allez tout de même pas vous battre avec nous? Comment pourrais-je en faire autrement? Quel genre de roi demande à ses fidèles sujets d'offrir leur vie sans proposer la sienne? Le destin de mon pays se joue ici. Mes amis. Les mots du jeune roi touchèrent, avec une précision chirurgicale. Une explosion de courage résonna à travers les habitants de Sai. Femmes, vieillards, enfants, blessés, tous se levèrent à l'unisson. Le vacarme des 30 000 civils devenus soldats se répercuta à travers toute la ville. Même Shin et ses hommes, rompus à l'exercice, ne purent réprimer un frisson. Sai avait à la fois une forte population, mais elle contenait également l'armurerie principale de la route du sud. Chaque habitant put donc être armé convenablement en quelques heures, après quoi il n'y avait plus qu'à attendre l'armée de Riboku. Première surprise à l'arrivée du général le plus respecté de Chine. Il ne s'attendait pas à tomber sur 30 000 soldats. En fait, c'était même impossible, à moins d'armer les civils. Riboku comprit immédiatement. Il entendit les pauvres habitants de Sai se gargariser de quelques tirades pour se donner du courage, et il en eut le cœur net. Versé à l'art de la guerre, Riboku savait qu'il n'y avait pas de plus belle victoire que celle sans combat. Aussi s'approcha-t-il suffisamment pour que tout le monde puisse l'entendre. Sai, je suis admiratif. Il est rare de voir des civils prendre les armes aussi vaillamment. Cependant, tout le courage du monde ne vous permettra pas de survivre à cette bataille. Vous êtes braves, mais vous ignorez tout de la guerre, tandis que mon armée se compose des troupes d'élite de chaque état de la coalition. Vous n'avez pas la moindre chance, alors à quoi bon vous sacrifier pour un combat perdu d'avance? Vaillants habitants de Sai, capitulez et je jure que vous aurez la vie sauve. Des paroles sensées et calculées. Elles auraient fonctionné dans n'importe quelle autre situation, mais pas celle-ci. Shin grimpa sur les remparts pour le rembarrer, ce qui ralluma le feu sommeillant dans Sai. Quand la ville cria sa détermination, le grand Riboku manqua de finir sur le cul. Ne comprenait pas d'où venait une telle combativité. Comment aurait-il pu? À court de choix, le général de Zhao ordonna l'attaque de Sai. Ses 30 000 hommes entourèrent la ville fortifiée. L'assaut débuta, sur les 4 murs en même temps. Celui du sud, faisant directement face à Riboku, était défendu par Shin. Celui de l'est était dirigé par Eki, un général moyen mais consciencieux et dévoué. Celui du nord par le seigneur Kaioku, bras droit du commandant en chef des armées de Qin. Et celui de l'ouest par Shobun Kun, un chancelier compétent et le plus fidèle serviteur du roi. Au premier assaut, le mur est dégusta Gucci, un façon de parler. À cause du sens et de la violence du vent, les flèches des envahisseurs parcouraient 2 fois plus de chemin, offrant un magnifique tir de couverture aux fantassins. Très vite, ceux-ci se déversèrent sur les remparts. L'infanterie allait déborder la première ligne de défense quand la plus puissante unité de la ville sortit de leur cachette pour les accueillir. Ivres de rage d'avoir perdu leur général, les soldats expérimentés de feu du Kyo balayèrent en quelques minutes les assaillants avant de retourner se reposer dans l'ombre. La scène se répéta jusqu'à ce que fatalement le soleil se couche. Zhao battit en retraite, offrant une première journée de victoire à Sai. Dans sa tente, Riboku, petit malin fantasme sadique, eut un éclair de génie, divisait son armée en 2 pour pouvoir attaquer la journée comme la nuit.
Les gardes donnèrent l'alerte et tous les soldats se réveillèrent de concert, fonçant sur les remparts. Dans la nuit noire, la moitié des 15 000 Zhao décochaient leurs flèches vers les murs éclairés par les lanternes. L'autre criait à plein poumon pour simuler une attaque. Ainsi, même s'ils comprenaient la manœuvre, les stratégistes de Sai durent forcer les soldats civils à rester vigilants. De toute façon, même ceux qui pouvaient se reposer s'en retrouvaient incapables sous un tel vacarme. Pourtant, si la plupart des Zhao parièrent qu'ils prendraient la ville dès le lendemain, les habitants de Sai se battirent encore plus férocement au second jour. Si bien que Riboku en vint à se demander qui était le responsable, qui pouvait allumer un tel feu dans le cœur des civils. Le deuxième soir, rebelote. Cette fois, les Zhao sortirent les échelles pour faire genre. Ayant appris de leurs erreurs, seule la moitié des forces de Sai défendirent pendant que l'autre tentait de se reposer. En vain. La stratégiste de l'unité spéciale Ishin se rendit compte qu'il serait impossible pour les civils de trouver du repos dans ces conditions. Leur morale les avait portés pour ce second jour, mais après 2 nuits blanches sous tension, la fatigue les cueillerait dès le lendemain. Du coup, puisqu'ils ne pouvaient pas dormir, le roi décida de rendre visite à chaque régiment. Il les congratula, les remercia et tenta de partager un moment avec chacun, avant de leur donner rendez-vous pour le soir suivant. En petit malin, il s'adapta pour les badass de l'armée du duc Yo. Comme il s'était résolu à mourir là en emportant autant d'ennemis que possible, le roi leur ordonna de protéger la ville puis d'honorer la mémoire de leur général. Il leur redonna littéralement une raison de vivre en quelques minutes. Pas mal. Durant la nuit, Shin approcha le chancelier Shogun-kun. Connaissant le vieux briscard et son esprit calculateur, il lui demanda combien de jours Sai devait-elle tenir. 8, répondit le chancelier. 8 jours à défendre une petite ville avec des civils, le tout sans dormir. Comme il exprima très bien lui-même, tenir un jour de plus relèverait du miracle. C'est pour ça qu'il en faudrait 6, d'affilée. Au 3e matin, comme prévu, la fatigue s'immisça. Les civils exténués se firent rapidement charcuter. Sur tous les murs, ce fut le même traitement. À bout de souffle, les soldats expérimentés et reposés de Zhao n'en firent qu'une bouchée. Ils commencèrent même à se frayer un chemin, quand le premier miracle arriva. Même avec un bras ou un œil en moins, les habitants de Sai se relevèrent. En sang et en âge, aucun n'offrit sa vie sans en prendre au moins une. Le phénomène se produisit simultanément sur les 4 murs de Sai, à un tel point qu'il parvint à repousser les envahisseurs. En face d'un tel spectacle, même le génial Riboku ne sut quoi penser. Jamais n'avait-il assisté à une scène de cet acabit. Les habitants de Sai avaient dépassé l'admiration depuis longtemps. De nouveau, le soleil se coucha. Comme d'habitude, le roi se balada parmi les civils pour les féliciter, les encourager, les motiver. En entendant cela, les blessés du premier jour se relevèrent à leur tour. Sur cette lancée, Sai parvint à tenir le 4e jour. À ce stade, Riboku commença à développer de sérieux doutes sur la résilience de cette ville. Même le plus grand général de Qin ne saurait galvaniser des troupes à ce point. Il ne voyait qu'un seul homme pour obtenir une telle réaction. Mais cela lui semblait tout bonnement impensable. Aucun roi ne viendra en personne se battre ici. Quel genre de cinglé déciderait d'entreprendre une telle mission suicide? Ce 4e soir, pour la première fois, les soldats de Zhao menèrent une véritable attaque nocturne. Elle prit de surprise les défenseurs, mais ils tinrent bon. À la 5e aube de cet enfer, les pauvres habitants de Sai s'endormaient debout. Certains n'avaient juste plus la force de tenir leur bouclier. Ils atteignaient leurs limites physiques. Plus le choix. Heisei se joignit en personne à la rixe. Dans son étincelante armure d'or, il se rendit sur les remparts pour rallier ses troupes exténuées, jusqu'à ce que son coup ne glisse malencontreusement contre le fil d'une lame. Par chance, l'épée ne s'enfonça pas totalement, et le jeune roi survécut, sauvé de justesse par Shin. En revanche, le poteau rose fut dévoilé. Dans ce moment de panique, les soldats de Zhao entendirent les habitants de Sai crier « Votre Majesté ». L'information fut rapportée jusqu'à Riboku, qui décida d'arrêter les conneries. On réveilla les troupes de nuit. Le 5e jour fut de loin le plus difficile. Les troupes de Zhao envahirent les murailles ouest au crépuscule, mais Riboku ordonna le retrait des forces. Il ne voulait pas entrer dans la ville de nuit de peur de trop faciliter la fuite du roi. Cette nuit-là, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Certains parlaient de blessures graves, d'autres que le roi était déjà capoute. Si bien qu'à l'aube du 6e jour, les habitants de Sai rejoignirent leur poste par habitude. Muets, dépités, ils s'étaient résignés à la défaite, quand, de leur côté, les envahisseurs étaient déterminés à en finir. Ces derniers se répandirent par centaines sur les 4 murs. Les pauvres civils démoralisés ne purent offrir la moindre résistance. Ils tombèrent comme des mouches. Peu à peu, les remparts se remplirent de soldats de Riboku. Ce n'était plus qu'une question de minutes, avant que la ville ne tombe. Puis une lumière, celle du soleil se reflétant sur l'armure, l'épée et les boucliers en or du roi. Ce fut plus qu'il n'en fallait pour renouveler le courage de Sai. En réalité, Heisei luttait pour ne pas s'évanouir. Sa blessure l'avait laissé exsangue. Il fut recouvert de maquillage pour dissimuler sa pâleur, mais sa simple balade à cheval lui demandait un effort surhumain.
Le 6e jour de lutte fut décisif pour Sai. La ville n'avait plus de réserve. Même les femmes et les enfants tiraient à l'arc maintenant. Dans cette situation critique, l'unité spéciale Ishin se battit comme des démons. Son capitaine en premier décima ligne après ligne à lui seul, jusqu'à devenir incapable de bouger, comme si c'était sa dernière bataille. Grâce à lui, Sai put encore tenir jusqu'à la tombée de la nuit. Une nuit sans assaut, une nuit de repos, bien méritée, et surtout nécessaire, parce que le 7e jour serait le dernier. Après une semaine de combats frénétiques, les intrépides habitants de Sai avaient véritablement atteint leurs limites. En bas, Riboku restait admiratif. Cette ville avait tenu 5 jours de plus que ses pires estimations. Mais, inévitablement, Sai finit par tomber. Sur le mur ouest, les soldats de Zhao se frayèrent un chemin. Ils dévalèrent les escaliers avant d'ouvrir les portes, et la cavalerie ennemie se déversa. Les défenseurs de Sai ne purent regarder qu'avec impuissance. Tous réalisèrent que leur heure était venue. Tous, sauf un. Plus idiot que les autres, ils ne regardaient pas dans la même direction. Ce fut pourquoi Shin les remarqua en premier. Le peuple des montagnes, venu en renfort après l'appel à l'aide de Kin. Cela signa à la fois la défaite de Riboku à Sai et celle de la coalition tout entière contre Kin. Et ceci, messieurs dames, est le moment le plus épique de l'histoire de l'humanité. Bon, franchement, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je crois que la moindre des choses serait de s'abonner. En vrai, ça m'aiderait beaucoup. A plus et bisous!